Salut les wokistes. Ça dort un peu à Bordeaux. Eh, faites du bruit Bordeaux. Je voudrais que tout d'abord, avant de démarrer cette prise de parole devant vous, vous dire déjà que je suis fier et ému de voir que cette salle elle soit aussi pleine, notamment d'étudiants, et aussi j'ai vu qu'il y avait des visages qui n'étaient pas étudiants ici, et je voulais que vous remercier pour votre présence, et je voulais aussi que vous puissiez faire un maximum de bruit pour toute l'équipe de Révolution Permanente Bordeaux qui a fait en sorte qu'on puisse être là dans cette salle. J'avais préparé un discours, mais je vais essayer de parler un peu avec le cœur et d'essayer d'expliquer un peu cette candidature. Je pense que vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux le démarrage de notre campagne, et notamment le flot d'insultes racistes, de menaces de mort que je reçois de l'extrême droite. Il y avait un facho qui m'avait dit sur Twitter « Va faire la charia de la CGT avec ta voilée et tes barbus ailleurs », c'est vous dire le niveau, alors que je sais même pas où est-ce que je vais retourner, sachant que je suis né dans le 95 à Sarcelles, mais bon, c'est dire le niveau de crainte de l'extrême droite aujourd'hui vis-à-vis de ma candidature. Ils ont peur en fait, ils ont peur que dans une puissance impérialiste comme la France, dans cette puissance économique qui est la France, dans le pays de Zemmour, de Le Pen, de Macron, de Chirac, de Gaulle, etc., dans ce pays où on a tant idolâtré en fait les grands politiciens bourgeois, où on a tant idolâtré l'impérialisme français, le colonialisme et autres, ils ont peur que dans cette puissance, et ben un jour, et moi je le souhaite et je nous le souhaite à toutes et à tous, et ben que début mars, il y a un candidat ouvrier, cheminot, issu de l'immigration, qui est né dans les quartiers populaires et qui vit dans les quartiers populaires, et qu'il le sache, on sera là sur la ligne de départ et on va leur faire la misère en 2022. J'en ai rien à foutre. Petra, elle disait tout à l'heure notamment que j'ai été attaqué par des réactionnaires sur les réseaux sociaux, notamment du fait de ma présence samedi dernier à Paris dans la manifestation contre les violences faites aux femmes, sexistes, sexuelles, économiques. Et ce qu'on m'a reproché, les amis, c'est mon faciès, c'est d'être arabe, voilà. Parce que pour les réactionnaires, pour les racistes, les xénophobes, c'est soit t'es arabe, soit t'es féministe. Tu ne peux pas être arabe et féministe, ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce pourquoi ils luttent au quotidien. Parce que vous comprenez, c'est assez particulier en fait, quand toute la journée tu martèles dans les médias, les musulmans, les musulmanes, etc., les immigrés, les quartiers populaires et autres, à quel point ce sont des sauvages en fait, ils ne serrent pas la main, ils ne disent pas bonjour, etc., etc., et que d'un autre côté, bah, tu as une manifestation en fait où tu as un ouvrier qui est issu de l'immigration comme moi, qui a grandi dans les quartiers populaires. J'étais même avec mes 2 enfants ce jour-là pour vous dire que même là, pour la future génération, c'est important en fait de montrer qu'il faut être de toute solidarité en fait avec les femmes et toutes les violences qu'elles vivent au quotidien, et de combattre à leur côté, comme disait notamment Clara Zetkin, qui est une grande militante révolutionnaire de notre histoire en fait, en paraphrasant parce que je n'ai pas les termes exacts, mais elle disait l'émancipation des femmes, elle ne se fera pas avec l'aide de toutes les femmes sans distinction de classe, mais elle se fera à travers la lutte de l'ensemble des prolétaires sans distinction de sexe. À quel point Clara Zetkin en fait, elle pointait la nécessité en fait que ça soit la combinaison en fait entre les travailleuses et les travailleurs pour pouvoir lutter pour l'émancipation des femmes. Et on est profondément, nous, chez Révolution Permanente, convaincus de ça. De la même manière, vous avez vu Petra, comment elle a expliqué, comment de l'autre côté, en face, ils sont si prompts à défendre les Darmanin, les violeurs, les Polanski. Polanski, il a même été financé par l'impôt du contribuable. Lorsqu'on dit que Polanski, il a sodomisé une jeune fille de 13 ans et qu'il n'a pas fait un jour en prison, que ça fait plus de 40 ans, en fait, qu'il se pavane partout, qu'on lui donne même des Césars, en fait,
pendant qu'on dit ça et qu'il est payé par l'argent du contribuable, eh ben on va expliquer que Polanski, vous savez, c'est un grand artiste. C'est quelqu'un qui a le droit de continuer à être libre, en fait, et de ne pas être condamné. Et c'est de la même manière pour Darmanin. Alors qu'il est accusé de viol, alors qu'il a abusé de son pouvoir, eh ben aujourd'hui il occupe la fonction de ministre de l'Intérieur et plus que défendu par son adjointe Marlène Schiappa. C'est ça leur camp. Et c'est pour ça que nous on est fiers en fait, par en bas, de lutter ensemble, d'être au quotidien ensemble. Et je vous le dis et je le répète, cette candidature, la mienne c'est pas uniquement celle de Anas Kazip, c'est votre candidature. Et c'est la candidature qui va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière contre les violences sexistes, sexuelles et économiques faites aux femmes. Je disais tout à l'heure, il y a eu tout un vent en fait de menaces par rapport notamment à cette fameuse polémique, vous vous souvenez sur, je pense que vous l'avez vu, sur la question du drapeau bleu-blanc-rouge. Ils ont demandé pourquoi chez les gauchistes, il n'y avait pas de drapeau bleu-blanc-rouge, pourquoi c'était le drapeau rouge, etc. Parce que de la même manière, eh ben, quand on s'appelle Anas Kazip, quand on est d'origine marocaine, t'as pas le droit d'être féministe, mais t'as pas le droit d'être aussi communiste en fait. Voilà. À Arlette Laguillet, à Nathalie Arthaud, on va pas leur demander pourquoi il n'y a pas de drapeau bleu-blanc-rouge chez vous. À Philippe Poutou, on va pas lui demander pourquoi il n'y a pas de drapeau rouge chez vous. On va pas leur demander pourquoi ça chante l'Internationale et pas la Marseillaise. On va pas aller dire Poutou réémigration ou Artaud réémigration ou Mélenchon réémigration. Par contre, lorsqu'on s'appelle Anas Kazip en fait dans ce pays et qu'on est candidat à la présidentielle, eh ben oui, on est attaqué, on est menacé de mort. Et vous savez ce qu'ils font à travers ça, les amis? Ils essayent de nous empêcher de raconter notre histoire à nous. Ils veulent nous empêcher en fait de dire une histoire qui est différente de ce qu'ils racontent au quotidien. Parce que pour l'exploitation et l'oppression, il n'y a pas uniquement besoin de patrons et d'un système capitaliste. Il y a aussi besoin de domestiquer la pensée. La pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine, comme disait Marx. Et c'est primordial de raconter l'histoire depuis le point de vue des bourgeois et des puissants. Et nous, on leur dit, on leur répète, notre France à nous, c'est la France des esclaves insurgés de Saint-Domingue. C'est la France des grandes grèves de 36 et de 68. C'est la France de ces Algériens qui ont lutté contre le colonialisme, pour l'indépendance, de tous ces peuples qui ont lutté pour l'indépendance face à la France, de cette classe ouvrière qui a lutté en 68, de ces communards et de ces communards. Et notre France aussi, récemment, c'est celle qui était derrière Assa Traoré, c'était celle qui était parmi les Gilets jaunes, et on en est fiers. C'est ça notre France à nous. Les amis, vous le savez, on est en plein dans cette crise sanitaire et je vous invite très sincèrement, sans rentrer dans un discours qui pourrait être chaotique ou alarmiste ou autre, mais faites attention tout d'abord à vous, vos familles et autres. Il y a plus de 30 000 cas de Covid-19 aujourd'hui en France. Les épidémiologistes, même les plus optimistes, ils disent que d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura plus de 50 000 cas de Covid-19 en France. Et on a le droit de se demander en fait qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sinon rien. Sinon une gestion qui a été catastrophique, sinon criminelle. C'est soit vaccine-toi, soit ferme ta gueule. Voilà. Soit vaccine-toi, soit tu fermes ta gueule. Je le dis de cette manière-là parce que très sincèrement, à voir comment ils ont géré les choses, ce n'est pas possible en fait de tolérer que nos vies en fait, elles soient dirigées par ces personnes-là. Agnès Buzyn, en février 2020, alors que la crise sanitaire n'avait même pas encore commencé, elle avait dit « je peux me présenter à la mairie de Paris parce que la crise elle est derrière nous ». Donc elle ne savait même pas commencer, qu'elle a déjà dit c'était déjà terminé. Olivier Véran, il avait dit un jour dans un tweet je ne sais pas pourquoi les gens ils mettent le masque, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui disent aux gens qui ne sont pas vaccinés, on va vous pourrir la vie. Je ne suis pas contre le vaccin, les amis, au contraire, je considère que la vaccination est nécessaire et elle a montré et elle a prouvé
ses bienfaits en tout cas, jusqu'à présent. Bien entendu, elle n'empêche pas de se contaminer, elle n'empêche pas d'avoir le Covid, mais elle empêche très sincèrement le nombre de formes graves, et ça c'est démontré à l'échelle planétaire. Mais ce que je veux dire par là, on n'est pas contre les personnes qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées. On est par contre opposé au pass sanitaire. Et notamment cette candidature, elle vient aussi appeler au retrait immédiat de tout ce système autoritaire autour de la crise sanitaire et le retrait immédiat du pass sanitaire. Et je voulais le réaffirmer haut et fort dans ce meeting-là et expliquer que pour nous, la solution, elle est de penser une stratégie sanitaire qui permette de, ce qu'on dit, tracer, isoler et soigner. Parce qu'on a le droit de soigner aussi les gens. Ce n'est pas normal, en fait, par exemple, depuis le 15 octobre, qu'ils aient déremboursé les tests PCR antigéniques. Il y a de quoi se poser des questions quand même, de se dire qu'on est en train de dire aux gens « Allez vous vacciner ou on va vous faire la misère » et de l'autre côté qu'on interdise aux gens de pouvoir avoir des tests PCR remboursés. On a le droit de se poser la question à savoir combien il y a de lits supplémentaires qui ont été mis en place après 1 an et demi de pandémie. On a le droit de se demander, lorsqu'on entend le gouvernement nous expliquer qu'on va devoir vivre peut-être une décennie ou des années encore avec le Covid-19, ou peut-être ce qu'on appelle, si vous avez déjà entendu ce terme, les zoonoses, ce sont les virus qui passent de l'animal à l'homme. On avait déjà vu la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Et aujourd'hui, le Covid-19 qui, même si on n'a pas encore les conclusions de où ça vient, etc., fait partie aussi de cette possibilité d'avoir d'autres crises sanitaires. Il y a combien d'hôpitaux en construction aujourd'hui en France ? Il y a combien d'écoles de médecine quand on dit que les hôpitaux sont saturés, que le personnel hospitalier est saturé, qu'il n'arrive plus à se reposer, qu'il est en burn-out, qu'il est en arrêt maladie, que parfois il démissionne, etc. Et qu'on va aller faire la guerre à celles et ceux qu'on a applaudis en fait à 20 h dans les balcons et qui aujourd'hui on menace de licencier en fait lorsqu'ils émettent des doutes sur la stratégie vaccinale. Où est-ce qu'on va en fait en laissant ce gouvernement de charlatans en fait continuer à gérer cette crise sanitaire? Et c'est pour ça que notamment, sans attendre cette candidature en fait à la présidentielle et sans attendre de savoir si on est sur la ligne de départ ou autre, on réaffirme en fait la nécessité d'une stratégie sanitaire qui passe non pas uniquement aujourd'hui sur la question du vaccin et de la stratégie pour pouvoir isoler, soigner les personnes, mais également de penser en fait pour les générations futures. Qu'il n'y a pas de stratégie sanitaire si on ne reprend pas le pouvoir de l'hôpital public. Et nous, on est pour arracher en fait la gestion de la santé à ces grands groupes pharmaceutiques. On les expropriera jusqu'au dernier centime. Parce que les amis, nos vies, elles valent plus que leur profit, comme on dit. On ne doit pas faire de l'argent sur la santé des uns et des autres. Et donc on doit récupérer toutes ces entreprises en fait dans lesquelles ce sont des biologistes, des médecins et autres, des manutentionnaires, des gens du quotidien en fait qui travaillent et qui au final n'arrivent même pas à s'en sortir alors qu'ils font parfois les médicaments, les vaccins et autres. Il y avait cette biologiste en Espagne à l'époque, dès le mois d'avril, où on lui avait posé la question, on lui avait dit alors vous faites quoi, vous êtes épidémiologiste, vous êtes biologiste en fait dans les vaccins, trouvez-nous un vaccin. Elle a dit vous savez, vous payez Messi 1 million d'euros, je suis biologiste, je suis payé 1800 euros. Elle a dit allez demander à Messi de vous trouver un vaccin. C'est ça la réalité de nos vies les amis, c'est-à-dire qu'ils se gavent au quotidien et au final ils ne font rien. Et c'est pour ça qu'il faut réaffirmer qu'il y a la nécessité en fait d'avoir une stratégie pour le long terme. Et avec le Covid, il y avait ce qu'on avait appelé la première et la seconde ligne. La première et la seconde ligne, c'était pour une fois ces gens qu'on a regardés, qu'on a arrêté de mépriser. Il y avait des bourgeois, c'était la première fois de leur vie, ils applaudissaient des caissières et des caissiers chez Auchan, chez Carrefour et autres. Ils ont remarqué à quel point l'ensemble de l'humanité tient sur la classe ouvrière. Pendant qu'ils étaient planqués dans leur maison de campagne, pendant qu'ils étaient en train de faire du running dans les quais de Seine et autres, pendant qu'ils empêchaient la jeunesse de pouvoir vivre, que cette jeunesse, elle puisse se nourrir, elle faisait les queues pour récupérer des colis alimentaires. Et je pense notamment à un étudiant qui, devant la fac de Paris 8, un jour de avril 2020, a expliqué que ça faisait 3 jours qu'il attendait que la maraude, en fait, elle puisse commencer parce que ça faisait 3 jours qu'il ne pouvait plus manger. Et c'est terrible, en fait, de voir
que tout ce qu'on a vu pendant cette crise sanitaire, toutes ces personnes qui étaient au quotidien en fait, qui étaient sur le front, que ça soit dans les transports, que ça soit dans les hôpitaux, chez Auchan, qui soient coursiers, livreurs chez Deliveroo, Uber Eats et tous les autres métiers en fait, qui ont travaillé et qui ont tenu, non pas uniquement la France, mais parce que c'était une pandémie internationale, l'humanité tout entière, qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu un petit souffle, ils essayent de piétiner tout ce qu'on a vécu. Faire comme si tout ça n'existait pas. Vous l'avez vu, les 500 familles les plus riches de France, les amis, ils ont augmenté leur richesse de plus de 30%. C'est-à-dire qu'il y a les 500 familles les plus riches, elles détiennent la moitié du PIB de la France. D'accord? Elles détiennent la moitié du PIB de la France. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, hier, il a dit chez Bourdin, les dividendes aux actionnaires vont augmenter de 17%. On a eu aussi Jeff Bezos qui nous a fait un crachat depuis l'espace en nous disant « c'est grâce à vous que j'arrive à aller sur l'espace maintenant ». C'est-à-dire qu'on a des actionnaires, des patrons qui se gavent, qui s'enrichissent. Tout augmente, les amis, tout augmente. Le gaz, l'électricité, l'essence, les denrées, tout augmente. Mais il y a bien une coordonnée qui n'augmente pas. C'est les salaires. C'est nos vies, en fait. Et on doit le dire et le répéter. C'est nécessaire, c'est une urgence. On ne va pas attendre la révolution pour ça. On ne va pas attendre d'être sur la ligne de départ, comme disait Antonin tout à l'heure, pour dire ça. On va le dire dès maintenant, en fait. Il y a la nécessité d'augmenter les salaires, de mettre un SMIC à 1 800 €, d'augmenter l'ensemble des salaires de plus de 300 €, d'indexer les salaires sur l'inflation. De partager le travail entre toutes et tous. Ils disent qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, qu'il manque de main-d'œuvre, les patrons, ils sont inquiets, alors qu'il n'y a que 300 000 emplois qui sont disponibles et qu'il y a plus de 6 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 300 000 SDF. Mais ils ne veulent toujours pas partager le temps de travail, alors qu'ils sont en train de tous les jours dire à la télé que les Français sont des fainéants, qui ne veulent pas travailler, qui ne travaillent pas assez, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et donc il y a la nécessité en fait de partager le travail entre toutes et tous. Il y a la nécessité de baisser l'âge de départ à la retraite. Parce qu'il faut savoir que la catégorie sociale la plus impactée par le chômage, les amis, c'est vous toutes et vous tous dans cette salle. C'est la jeunesse qui est la plus impactée. À quoi ils servent vos masters? Vous allez en faire quoi de vos masters et de vos doctorats en fait? Qu'est-ce que vous allez en faire si à l'extérieur il n'y a rien du tout? C'est le chômage et la précarité. À quoi va servir vos masters si vos parents sont encore en train de travailler à 65 ans et que vous, vous allez grandir et que vous allez vous dire merde. Déjà que j'étais la génération Covid, maintenant je suis la génération après Covid chômage. Et ça me fait penser à une phrase que m'a dit une jeune étudiante de 20 ans à Paris, avec qui j'avais échangé il y a quelques semaines. Elle m'a dit, Anas, j'ai pas envie d'avoir d'enfants plus tard. Mais elle me l'a pas dit dans le sens où c'est pas son envie et que peut-être elle a envie de voyager, de travailler, de faire ce qu'elle veut. Moi, je suis avec les camarades, on est pour que tout le monde puisse disposer de son corps comme il le souhaite et faire ce qu'il a envie de sa vie, en fait. Mais elle me l'a dit avec quelque chose qui, moi, m'a beaucoup ému. Parce que j'ai 34 ans, je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous. Mais de voir qu'une fille de 20 ans me dit « j'ai pas envie d'avoir des enfants plus tard parce que je ne sais pas c'est quoi leur avenir dans quelques années, alors que je ne sais même pas c'est quoi mon avenir à moi ». Moi, je considère qu'une jeunesse, en fait, qui est obligée de faire la queue pour récupérer des colis alimentaires, qu'une jeunesse qui n'a même plus le droit de rêver, n'a même plus le droit de penser, n'a même plus le droit de se projeter, que cette jeunesse-là, elle doit se soulever et elle doit renverser le système capitaliste au rempli. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans cette histoire par hasard? C'est quand même terrible de se dire ça. C'est quand même terrible de se dire de ne pas pouvoir avoir des enfants, non pas parce que tu as envie ou tu n'as pas envie, mais parce que tu ne sais pas quel est ton avenir. Et les amis, je vous ai parlé de la crise sanitaire, je vous ai parlé de cette première ligne, de ce chômage, de cette précarité, des licenciements qu'il y a. Et
de tous ces riches qui s'enrichissent, mais il y a aussi une autre coordonnée qui est importante pour tout le monde. C'est pas que l'histoire de la jeunesse. C'est pas que l'histoire de la génération climat. Vous êtes la génération climat, mais on est toutes et tous la génération climat. C'est une réalité. 57% des émissions de gaz à effet de serre, les amis, c'est l'effet de l'agro-business. La Terre n'est pas en train de s'autodétruire de elle-même. Elle n'a pas dit, ça y est, là c'est 2021, il faut que je commence les sécheresses. C'est pas comme ça que c'est en train de fonctionner. Non, il y a un système qui est en train de détruire et qui est en train de tirer l'ensemble, notamment des énergies fossiles et autres, qui est en train de tirer à son paroxysme le système en fait, la Terre, et qui est en train de la déstabiliser. Pendant qu'ici, ils sont en train de faire du greenwashing, pendant qu'ils sont en train de dire il faut fermer telle usine, telle raffinerie, la raffinerie de Total à Grand-Puy dans le 77 où ils suppriment 700 emplois, pendant qu'ils sont en train de faire ça, et bien de la même manière, Total, de l'autre côté, toujours chez les mêmes, souvent les Noirs et les Arabes, ils sont en train de ravager des villages entiers en Ouganda pour faire passer un pipeline de plus de 1500 km, participant à la déforestation, à la déstabilisation de l'écosystème. C'est ça la réalité en fait de ce qu'on vit aujourd'hui. Et on l'a vu cet été. Il y avait la sécheresse à Madagascar où il y a des enfants qui mangeaient des galettes d'argile. Il y avait des incendies au Canada. En Sibérie, il faisait 48 degrés. Il y avait des incendies en Algérie. La montée des eaux, des inondations immenses en Turquie, en Belgique, en Allemagne. Vous l'avez vu, il y avait récemment aussi encore dans le Var des tempêtes et des inondations. S'il y a bien quelque chose qu'on a compris dans ces deux choses que je viens de dire, qui sont la crise sanitaire et la crise climatique, c'est bien que le nationalisme, le patriotisme, les frontières sont une imbécilité de la bourgeoisie et de tous les réactionnaires. Parce qu'on se demande à quoi elles servent leurs frontières lorsqu'il y a la crise sanitaire. On se demande à quoi elles servent leurs frontières lorsqu'il y a la tempête Alex qui vient et qui fait des dégâts dans le Var. Qu'il y a des pluies de grêlons sur les agriculteurs en fait qui ravagent les plantations et autres. Et que ces mêmes agriculteurs qui travaillent parfois de 4 heures à minuit sont coincés entre les huissiers, les banques et le dérèglement climatique. À quoi elles servent en fait leurs frontières? Aujourd'hui, vous l'avez vu très récemment, ce qui se passe en Biélorussie, à la frontière polonaise, où on laisse des femmes, des hommes, des enfants en fait crever dans la forêt biélorusse parce qu'ils fuient la misère, parce que derrière en fait on vient déstabiliser leur pays, on vient participer au dérèglement climatique, et c'est pas Trotsky, Lénine ou Marx ou qui que ce soit qui le dit, c'est l'ONU. 250 millions de déplacements de population dans les 20 prochaines années, du sud vers le nord, à cause des sécheresses, à cause de la montée des eaux, à cause de le dérèglement biologique en fait des terrains, etc., qui ne seront plus fertiles, à cause de tout ça, de cette précarisation, de cette misère. 250 millions d'êtres humains qui vont quitter le sud pour venir vers le nord. Et la seule chose que la bourgeoisie a dans le cerveau, ce sont des dollars et des barbelés. Et c'est pour ça, les amis, nous on le dit haut et fort. On est pour l'ouverture des frontières, pour la liberté de circulation de toutes et tous, pour la régularisation de tous les sans-papiers et la possibilité de pouvoir vivre dignement avec ses proches, sa famille, ici, pouvoir travailler. Et il y a la nécessité, les amis, de comprendre que lorsqu'on voit ce qu'est ce système capitaliste, lorsqu'on voit ce qu'il provoque dans l'humanité, moi je le dis, souvent on dit que les révolutionnaires ce sont des grands utopistes en fait, qu'ils rêvent. Ils rêvent d'un monde qui n'existera jamais. Ils rêvent d'un monde qui ne verra jamais le jour. Mais moi je leur dis, nous sommes révolutionnaires en fait. Et on ne rêve pas du grand soir. On sait qu'il va arriver le grand soir. On en est convaincus. On est déterminés à ça. On se bat tous les jours, toutes et tous. Mais je leur réponds à tous ces bourgeois en fait qui nous disent que nous sommes des rêveurs et des utopistes, qu'il n'y a pas une plus grande utopie que de penser encore que dans cette humanité, il y a 26 milliardaires, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Warren Buffett, Bill Gates, 26 milliardaires. 26. Les deux rangs qu'il y a devant. Si on assied les milliardaires, ces deux rangs,
il pourrait dire, non pas uniquement à cette salle, mais à la moitié de la Terre, la moitié de la planète nous appartient, dégagez de l'autre côté. Je dis à tous ces bourgeois que la plus grande utopie, c'est de considérer que l'humanité tout entière va encore tolérer qu'il y ait 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité, qu'il y ait des crises climatiques, qu'il y ait des crises économiques, qu'il y ait des crises sanitaires. Et que bien entendu, le seul projet réaliste face aux crises climatiques, aux crises sanitaires, aux crises politiques, aux crises économiques, le seul projet réaliste, la vérité, c'est le renversement du système capitaliste et la révolution socialiste. Un mot encore sur l'écologie pour dire quelques éléments de programme pendant que j'étais en train d'évoquer cette thématique. Par rapport à ce que je dis, l'urgence climatique, l'urgence révolutionnaire, c'est de comprendre que notre programme, il porte la question du contrôle ouvrier, de l'expropriation des richesses des grands groupes. Comme disait mon camarade Adrien Cornet de la raffinerie de Grand Puy, dans le 77, il dit « C'est nous qui sommes les plus à même en tant qu'ouvriers pour faire la transition écologique. » Parce qu'on a peur, vu qu'on vit à côté des usines. Vous l'avez vu, pas à Bordeaux, mais à Toulouse, il y a eu la catastrophe AZF. Vous l'avez vu un peu plus au nord, à Rouen, il y avait Lubrizol il y a 2 ans, où on a dit aux gens, vous inquiétez pas, vous n'avez pas respiré des conneries. Par contre, on leur a dit, il faut absolument jeter le lait immédiatement et ne pas le consommer. C'est quand même assez incroyable. Tu ne respires rien du tout, mais tu n'as pas le droit de consommer du lait. À un moment donné, on a le droit de s'interroger. Vous avez vu aussi cette explosion de cette usine dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts il y a 1 an. Et il disait que c'est nous les plus à même de faire la transition écologique parce qu'on vit à côté des usines. Et que justement, nous, en tant que travailleurs et travailleuses, on va faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas envie que l'usine, elle explose pendant qu'on est en train de dormir avec nos enfants. Et il disait, c'est pas que ça aussi. C'est parce qu'on se balade dans les forêts autour de nos villes. On se balade dans les rivières et on s'y baigne avec nos enfants. Et c'est pour ça que le contrôle ouvrier, il est primordial. Parce qu'on n'a pas envie que la transition écologique, elle pèse sur les gens. On n'a pas envie, comme Jadot, de dire que c'est bien, en fait, la COP 26. Et la COP 28, et la COP 40, et la COP 200 000, et il n'y a rien qui se fait, parce que tous ces charlatans, en fait, ne font que participer à la stabilité du système capitaliste, et ils ne veulent pas le remettre en question. Ils veulent continuer, en fait, à participer à ça. Et moi, je considère que notre camp social, il mérite mieux que des Jadot qui disent la COP 26 c'est bien, ou encore c'est bien d'envoyer la paix en Guadeloupe. Je pense que notre camp social, il mérite mieux que des Montebourg qui, la seule chose qu'ils sont amenés à dire, c'est de dire qu'on va couper les aides aux familles en Afrique, d'affamer des gens pour pouvoir récupérer les personnes qui doivent être accompagnées à la frontière. On mérite beaucoup plus que tout ça. Et c'est pour ça que la question du contrôle ouvrier est centrale. Il y a aussi une autre question, et en tant que cheminot qui me tient à cœur, c'est la question des transports publics. Pour nous, on porte la question des transports gratuits pour toutes et tous, tous les transports. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de transition écologique sans transport gratuit. Ça va de soi. Parce que c'est un bienfait et un bien-être. Parce que, en tant qu'étudiante, étudiant dans cette salle aussi, vous pouvez vous faire des kiffs. Vous avez le droit de vous dire, j'ai rien à faire cet après-midi. Tiens, je vais aller regarder s'il n'y a pas un TGV qui m'emmène à Marseille. J'ai envie d'aller regarder le port de Marseille. J'ai envie d'aller me poser tranquillement et rentrer ce soir si j'ai envie de rentrer gratuitement sans me dire, merde, l'aller-retour il est à 180 €. Comment je vais faire? Ben, je vais rester en bas de chez moi. C'est vital en fait de penser ça. Et c'est aussi réalisable, les amis. Parce qu'il faut savoir que les économistes, certains disent que la gratuité de l'ensemble de la SNCF, c'est-à-dire que vous montez dans n'importe quel train de la SNCF, c'est estimé à 25 milliards. Vous savez le coût de la route au quotidien sur l'État français, c'est-à-dire l'impact, la dégradation des routes, le fait de changer comment on appelle ça, les barrières de sécurité, les panneaux, les feux, etc.
ils expliquent que c'est plus de 100 milliards de coûts sur l'État. 100 milliards. La gratuité de la SNCF pour toutes et tous, vous montez dans n'importe quel TGV, c'est 25 milliards. Mais vous savez qu'il y a une autre donnée qui est importante. C'est pas Anas Kazib qui le dit, c'est Santé publique France. La pollution de l'air en France tue 40 000 personnes chaque année. Et vous savez, pour vous prouver l'efficacité du moment où on diminue drastiquement l'utilisation des véhicules automobiles, c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, ils ont fait les études et ils ont regardé en fait que la pollution de l'air avait diminué, que le dioxyde d'azote avait diminué et que le nombre de morts avait diminué. Juste sur la période du confinement, pendant 2 mois, il y a eu 3500 morts en moins des suites de la pollution de l'air. Donc ça montre que c'est vital, que c'est pas juste une histoire d'oseille, que c'est pas juste une histoire, et même si n'y avait pas ces 100 milliards, même s'il n'y avait pas cette économie-là, je vous ai dit le truc le plus réaliste, il n'y a pas besoin d'être militant révolutionnaire, d'être communiste pour ce que je vous ai dit. Je pense toutes et tous dans cette salle, vous avez compris que oui, quand tu as 100 milliards de coûts et que tu peux mettre quelque chose de gratuit à 25 milliards pour tout le monde et qu'en plus de ça on sauve des vies, ça évite de payer de la sécu, ça évite de payer des matériaux, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'être communiste ou révolutionnaire pour comprendre ça. Mais même s'il n'y avait pas ça, les amis, lorsqu'il y a des Pandora Papers de plus de 11 300 milliards de fraude fiscale, lorsque la fraude fiscale en France, c'est 100 à 120 milliards estimés par l'IRIS, lorsque le carrousel de TVA, c'est la fraude des entreprises à la TVA, c'est 18 milliards chaque année, lorsqu'on donne 40 milliards de crédits impôt compétitivité pour les Ford Blancfort qui prennent 16 millions d'euros et qui mettent 800 personnes à la rue, lorsqu'il y a des Bridgestone qui prennent 8 millions d'euros de crédits impôt compétitivité et qui mettent 800 personnes à la rue, qui font crever des familles, cet argent-là, on va aller leur récupérer de force même s'ils ne veulent pas. Même si Macron le veut pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron le veut pas, on est là. Merci. Juste pour aller vers les éléments de conclusion, les amis, je vous ai un peu dressé un tableau un peu noir, mais qui est réaliste. On est là pour dire la vérité aux gens. Il n'y a rien de pire que de leur mentir et de leur expliquer que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, votez pour moi, je suis l'homme providentiel et tous vos problèmes se régleront. Non, vous l'avez compris que notre projet ne passe pas uniquement par la question des urnes. En fait, dans cette élection présidentielle, on vient porter cette voix déterminée. Moi, je dis, on ne vient pas faire du témoignage. Trop souvent, on a méprisé et on n'a pas respecté, en fait, les candidatures d'extrême gauche, considérant qu'ils venaient, ils étaient là, qu'est-ce que tu veux, bon, c'est pas très grave. Je trouve que tu es très sympa, mais j'irai voter pour un tel parce que je trouve que lui, il est plus crédible, ou en tout cas, avec lui, on arrivera à moyenner un petit peu avec le système. Non, je considère qu'avec tout ce qu'on a vécu, en fait, durant notamment les 5 dernières années, les amis, vous êtes, comme Petra l'a dit, une des capitales du mouvement des Gilets jaunes. Lorsque vous savez, par exemple, aujourd'hui, c'est le 24 novembre, c'est l'anniversaire de l'acte 2, mais que lors de l'acte 3, les renseignements généraux apprennent qu'il y a des plans d'évacuation des égouts autour du quartier de l'Élysée qui traînent sur les réseaux sociaux, sur les groupes Gilets jaunes. Et que les renseignements généraux alertent le cabinet de l'Élysée et disent il y a regardez la crainte de la bourgeoisie, en fait, pour penser que des hommes et des femmes Gilets jaunes allaient envahir l'Élysée par les égouts. Ils ont mis plus de 2500 gendarmes et CRS autour du quartier de l'Élysée et Matignon. Si ce n'était pas suffisant, il y a ce qu'on appelle le PC Jupiter, c'est le bunker de l'Élysée, qui n'a pas été utilisé et qui a été créé dans les années 70, je crois, par Giscard, et qui n'a pas été utilisé. Ils ont fait nettoyer et équiper le PC Jupiter, le bunker de l'Élysée. Et si ce n'était pas fini, c'est-à-dire si les Gilets jaunes arrivaient à entrer en secret dans les égouts, qu'ils arrivaient à se faufiler entre 2500 gendarmes et CRS et qu'ils arrivaient à forcer le PC Jupiter, il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Élysée prête à exfiltrer Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ça, les amis, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'était lors de l'acte 3. Regardez à quel point, en fait, comment 350 000 gilets jaunes, ils ont fait peur
à Emmanuel Macron et au gouvernement. Ces gilets jaunes, on les a traités de fumeurs de clopes et de pollueurs au diesel. Et ils ont dit on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Et après le mouvement des gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites. Plus de 60 jours de bataille. Pas un seul RER, pas un seul métro en région parisienne pendant 2 mois. Un ballet de l'opéra en grève qui donnait des représentations gratuites pour tout le monde. Ça avait la gueule de la révolution. Je disais pendant la grève, je disais, si la révolution avait une gueule, c'était celle-là, d'avoir un ballet de l'opéra qui joue devant des travailleuses et des travailleurs en grève gratuitement. À quel point c'était beau, à quel point on a vu que le pouvoir était déstabilisé. Et il y avait aussi cette jeunesse durant ces 5 années. Il y a eu Parcoursup, où il y a eu des facs qui étaient bloqués, paralysés pendant des semaines et des semaines, mais il y a aussi tous les mouvements pour le climat. Il y a eu tous les mouvements féministes et pour les droits LGBTI. Et il y a eu aussi derrière la figure d'Assa Traoré, après la mort de George Floyd en fait. À Minneapolis ou à Beaumont-sur-Oise, ils n'ont pas la même langue. Mais Adama Traoré et George Floyd, ils ont dit exactement les mêmes mots. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Et oui, on le dit et on le confirme. La police, elle tue. Et je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, et de faire un maximum de bruit pour toutes celles et ceux qui sont morts sous les mains de la police. Je voudrais que vous rendiez hommage à Zineb Redouane, à Ibrahim Abba, à Adama Traoré, à Ziad Ebouna, à Sabri, à Wissem El Khatmi, à Souheil à Marseille, à Nadine Dieng, à Gaël Camara et à toutes les victimes des violences policières. Merci pour eux. Et face aux violences policières qu'on connaît dans les quartiers, et que le mouvement des Gilets jaunes ici à Bordeaux aussi, où il y a eu des éborgnés, et notamment Antoine Boudinet qui a eu une main arrachée, face à tout ça, il faut savoir que 10 000 balles de LBD qui ont été tirées en janvier ont été tirées à 90% par la BAC. Nous portons dans notre programme la dissolution de l'ensemble des corps répressifs de l'institution policière, la BAC, la BRADES, les CRS, les gendarmes et autres. Et enfin, pour aller sur la fin et ce qui est en train de se passer, les amis, on a fait une photo tout à l'heure pour nos frères et nos sœurs guadeloupéennes et guadeloupéens. Il y a un niveau d'intensité de la lutte de classe là-bas, je vous assure, ça vaut le détour et ça vaut la nécessité de suivre de près ce qui est en train de se passer là-bas. Ils nous avaient déjà montré le chemin en 2009, et après les mobilisations immenses en 2009, le blocage de l'île, il y a eu une grève, notamment en France en 2010, contre les retraites à l'époque. Et aujourd'hui, face à ces Guadeloupéennes, ces Guadeloupéens, il y a un camarade, force à toi mon ami. Viens mon frère, viens frérot, viens ici, viens descendre. Viens, c'est avec plaisir. Comme ça ils diront, il n'y a pas que... Comme ça on est fiers, il n'y a pas que le drapeau rouge, il y a le drapeau guadeloupéen. Faites du bruit s'il vous plaît les amis. Il y a un camarade guadeloupéen avec qui j'ai échangé ce week-end, et une phrase, comme je dis, qui m'a beaucoup impacté. Il m'a dit en créole, Anas, nous pas chiens. Nous ne sommes pas des chiens. Et ils se battent pour le respect et la dignité. Et ils en ont marre en fait qu'ils ne soient pas considérés, qu'on leur manque de respect, qu'il n'y ait pas de travail, qu'ils soient au chômage, qu'ils vivent de plein fouet la crise sanitaire. Que quand, dans l'île, la crise sanitaire était au plus haut, pendant que la crise du Covid était au plus haut en Guadeloupe, on leur envoyait rien, ni matériel, ni personne. Par contre, lorsque le peuple il se soulève, eh ben, on leur envoie le RAID et le GIGN, pardon, en un claquement de doigts. Et je le dis et je le répète,
Pour conclure ce meeting, j'espère les amis, j'espère vraiment que l'étincelle, elle vienne de Guadeloupe, qui nous permette d'embraser l'ensemble de la France, les gens du futur, l'ensemble de l'humanité. Force au peuple guadeloupéen, pardon, qui est en train de lutter. Et j'espère vraiment que partout en France, le plus beau message qu'on peut leur adresser, c'est de généraliser la grève et de faire en sorte que la France, qui est un bastion de la lutte de classe à l'échelle internationale, elle donne envie à tout le monde, que ça soit en Palestine, que ça soit en Algérie, en Tunisie, aux États-Unis ailleurs, pour tous lutter,